Bien, bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'être si nombreux. C'est pour ça qu'on commence un peu en retard, désolé, mais le temps de faire venir tout le monde. Voilà, je serai bref parce que j'aimerais pouvoir me contenter de vous dire combien nous sommes heureux, combien nous sommes fiers et honorés de la présence de Achille Mbembe. Pour nous, c'est très important que tu sois là ici. Je n'ai pas besoin de te présenter longuement. Achille Mbembe a enseigné à Dakar, à Paris, à Chicago, à Columbia, aujourd'hui à Johannesburg. Il est, vous le savez bien, le grand théoricien de la post-colonie. Il a écrit ce livre somptueux et implacable paru l'année dernière à la découverte politique de l'inimitié. Oui, c'est évidemment un historien et un politologue de l'Afrique, mais ce à quoi il travaille, au fond, c'est à africaniser la question mondiale. C'est d'ailleurs ce dont il est question dans le dernier livre collectif dirigé par Felwine Sarr, Écrire l'Afrique monde, c'est-à-dire au fond non seulement faire front aux frontières paresseuses, et c'est de cela dont il sera question, je crois, aujourd'hui, le rapport entre la frontière et le monde, des frontières qui nous contraignent mais ne nous contiennent pas, des frontières qui, d'une certaine manière, sont peut-être le devenir d'un monde devenu archipel d'enclos. Mais comprendre que, disant cela, et le disant en cette langue-là, eh bien, il s'agit de faire le pari de l'universel, d'un universel qui soit vraiment universel. Et c'est ce à quoi, effectivement, aspire Achille Mbembe, ce à quoi il travaille, et c'est pourquoi nous l'écoutons avec tant de plaisir. Donc Achille, c'est à toi. Et alors je voudrais dire merci à Patrick pour son introduction. Je ne vais pas dire ici ce que nous lui devons. Je ne vais pas me plaindre non plus du temps qu'il fait. Je voudrais juste vous rassurer que de ce point de vue, je ne dispose d'aucun avantage comparatif. Alors partons donc de la question que la plupart des intervenants qui m'ont précédé n'ont eu cesse de poser depuis que nous nous sommes rassemblés ici. Où en sommes-nous ? Qu'en est-il du monde? Qu'en est-il de l'humanité? Et je devrais ajouter de l'ensemble du vivant aujourd'hui. Ou encore dans les termes de Kant que prolongera Michel Foucault, dont Mathieu nous rappelait l'actualité l'autre soir, que signifie s'orienter dans la pensée? Et d'ailleurs, quelle pensée, dans quelle langue, à partir de quelles archives et en vue de quoi exactement? Partant de ce que je vois et entends autour de moi, là où je vis et dans ces autres lieux où il m'arrive de séjourner, j'aimerais pour ma part partager avec vous une série de réflexions à nu. Des croquis, des décors, des montages, des scènes, des figures. Appelez cela comme vous voulez. Qu'est-ce que veut dire réfléchir à nu? Dire réfléchir à nu ne signifie point réfléchir sans profondeur de champ ni médiation. En temps de confusion, ou dans la confusion des temps, deux écueils guettent la pensée. Le premier, c'est le catastrophisme. Réfléchir à nu ne signifie pas ajouter une couche supplémentaire à l'imaginaire apocalyptico-catastrophiste qui hante le monde contemporain et que l'on retrouve sous des formes nouvelles, que ce soit au cinéma, dans la science-fiction, dans la musique ou dans les discours concernant la technologie ou encore dans ces autres ayant trait
à la rupture introduite dans l'équilibre de l'écosystème planétaire par le capitalisme industriel et la logique de puissance des États modernes. Le deuxième écueil, c'est le pessimisme radical. Celui-là qui, souvent, s'énonce dans le langage de l'impossibilité. L'impossibilité à dire les choses, donc à parler, donc à communiquer avec les autres sur le sens des choses, donc à penser, donc à juger, donc à agir. L'idée selon laquelle, tout étant instable, tout étant fluctuant et indéterminé, il nous faut nous taire. Il faut attendre tout en sachant qu'il n'y a de toute façon aucune issue. En effet, si l'on veut projeter un minimum d'éclairage sur l'espace tout à fait rugueux et distordu qu'est notre monde aujourd'hui, si l'on veut en saisir le pouls, la respiration, que dis-je, les hoquets, il peut être utile de travailler à partir des effets de relief, c'est-à-dire de ces lieux apparemment lointains et distants, et pourtant si proches et si intimes à bien des égards, où se joue d'une manière que l'on ne peut pas ne pas voir, que l'on ne peut plus faire semblant d'ignorer, où se joue donc une partie de notre destinée à tous et à tous. C'est donc un petit geste de décentrement que je souhaite vous inviter. Or, décentrer, ce n'est pas faire le vide. Ce n'est pas forcément partir d'un autre, d'un ailleurs, pour retourner vers un « je » qui serait resté de toutes les façons le sujet déterminant de tout langage et de toute parole. Bref, ce n'est pas aller chercher ailleurs le plein dans le but de combler ici le vide. Décentrer, c'est défixer. C'est sortir de la dualité et des fausses oppositions. C'est se détacher afin de ne pas se noyer et se perdre dans le factice de l'attachement dans sa propre spirale. C'est renoncer à l'impulsion d'avoir le dernier mot et rendre possible l'émergence d'autres significations, d'autres sortes d'écriture. Pour reprendre les termes exacts de Gaston Bachelard, à qui j'emprunte au demeurant le terme, l'être défixé est un être pris dans un mouvement singulier et permanent entre le dedans et le dehors. C'est un être, disons, en circulation. Et l'on conviendra qu'être défixé, et donc être pris dans un mouvement, se laisser prendre dans un mouvement, n'est pas sans risque. La perte d'un centre, la perte d'un moi. Et quand je dis notre destinée à toutes et à tous, j'entends ce nous et ce tous et toutes, non comme une communauté qui existerait d'ores et déjà, par-delà l'hétérogénéité qui nous constitue, mais comme ces mots qui nous convoquent, qui nous donnent justement l'occasion d'interroger le sens et le non-sens même de l'appartenance, le sens et le non-sens de la différence, mais aussi le sens et le non-sens du partage en ces temps paradoxaux de capture, de connexion, de maillage et de déliaison. Vous me permettrez donc, dans cet esprit de défixation, de reformuler la question qui nous préoccupe ici, celle de la confusion des temps, de la reformuler de la manière la plus abrupte possible. En cette ère planétaire, y a-t-il quoi que ce soit qui nous appartient à tous et à toutes, que nous avons en commun,
que nous sommes tenus de partager à part plus ou moins égale? Y a-t-il quoi que ce soit que nous sommes contraints de mettre en commun, ne serait-ce que parce qu'il y va de notre survie, parce qu'il y va de la durabilité de ce monde, par-delà les frontières qui séparent les races, puisque ce terme infâme demeure notre futur, par-delà les genres, les États, les peuples, les nations, leurs territoires, leur langue et leur religion. Pour le dire autrement, est-il donc vrai que la différence et donc la frontière, cette puissance de différenciation, serait le dernier mot de l'humanité? Est-il vrai que nous nous sommes trompés? Qu'en réalité, l'humanité n'est vouée à rien, en raison même de la vacuité qu'elle porte en elle. Voilà, formulé de manière abrupte, à ma façon, une partie des questions que nous n'avons eu cesse de nous poser depuis que nous nous sommes rassemblés ici. La sorte de réflexion à nu que je voudrais proposer cet après-midi est donc avant tout une réflexion sous pression et dans l'horizon d'une urgence. Une urgence qu'il nous est impossible de reporter. C'est une tentative de réponse à une injonction, celle que nous adresse non pas le temps en général, mais notre temps. C'est aussi une manière de regarder ce qui est là, devant nous, que nous ne pouvons pas ne pas voir, et que nous éprouvons pourtant de la difficulté à voir, à percer, à apercevoir. Or, justement, notre présent est peuplé d'événements que nous ne pouvons pas ne pas voir. Il s'agit d'événements en tout genre, de choses dont on pensait qu'elles n'arriveraient jamais, d'autres dont on pensait qu'elles n'arrivaient qu'à d'autres, au loin, et qui, maintenant, se rapprochent de nous, nous arrivent à nous aussi. Des choses étonnantes, d'autres terrifiantes, voire inouïes, qui suscitent l'incrédulité, déchirent les limites de notre imagination, provoquent tantôt la surprise, tantôt la rage, tantôt l'émoi et l'affolement, et tantôt stupeur et sidération. Des événements de ce genre qui surviennent sans qu'on les attende, sans qu'on les ait prévus, sans que l'on s'y soit préparé, il y en a de plus en plus. Tenez, des gens qui n'ont jamais voulu vivre loin de chez eux, qui n'ont jamais contemplé la possibilité de s'en aller, se réveillent un matin. Le monde qui, hier, leur était familier, a presque entièrement disparu, ou en tout cas, ne tient plus par rien à celui qui était là encore la veille. C'est qu'en pleine nuit, quelque chose d'assourdissant s'est passé, sans qu'ils en prennent l'exacte mesure, sans même qu'ils s'en rendent compte. Quelque chose qui les a soudain rendus étrangers sur les lieux même où ils sont nés et où ils ont vécu jusqu'à présent. Ces gens, on en voit presque tous les jours et de plus en plus. 65 millions disent les chiffres les plus récents. Ou du moins, on en entend parler. Des gens en fuite qui ont été contraints de tout abandonner derrière eux, d'autres qui ont tout perdu, qui ne savent pas où aller, ou qui, contre toute raison, veulent à tout prix s'en aller dans des lieux où on ne les attend point, où ils seront des inconnus, où
De toute façon, on ne veut pas d'eux et on ne s'en cache pas, loin de là. Ces gens savent qu'ils ne seront pas reçus, qu'on ne leur fera pas de place, mais ils s'obstinent. Ils y vont quand même, sans aucune assurance. Ils gagent leur propre vie. On en voit d'autres, traînant qui? Un enfant à la main, qui un fardeau sous le bras, le peu qu'ils ont réussi à sauver des décombres. Ils ont marché longtemps et leur corps accuse une extrême fatigue. Les yeux hagards, ils fouillent dans les débris de leur vie à la recherche de ce qui pourrait encore servir. D'autres encore sont sous des bâches ou dans des cages, campant à la pluie ou sous un soleil accablant, dans l'attente de quelque chose, quelques litres d'eau, des grains de riz, un morceau d'étoffe, un regard et peut-être au bout du compte un document officiel, un papier. De nos jours, pour peu que l'on fasse attention, on peut aussi voir des sillages de cadavres, souvent pénibles à regarder. De temps en temps, des cadavres d'enfants, de femmes ou de jeunes gens qui se sont noyés lors d'interminables traversées. Les paysages de notre temps sont ainsi faits. De ces centaines de milliers de gens qui partent, qui s'en vont, qui succombent au syndrome de la fuite, si typique de notre époque, de moins en moins arrivent à destination. Le départ, tel n'est plus véritablement l'enjeu. L'arrivée, telle est désormais la question. La possibilité de ne jamais arriver à destination. Les autres, dispersés, sont bloqués quelque part. Capturés, ils sont détenus dans un camp ou l'autre. Tous ces camps, au nom si bariolé, camps de réfugiés, camps de déplacés, campements de migrants, zones d'attente pour personnes en instance, zones de transit, centres de rétention, lieux d'hébergement en urgence, jungle. Paysage composite et hétérogène à coup sûr, que l'on peut néanmoins résumer d'un seul mot: camp d'étrangers. En dernière instance, il ne s'agit en effet pas d'autre chose. Il s'agit de camps d'étrangers, aussi bien au cœur de l'Europe qu'à sa lisière. Et c'est le seul nom qui convienne à ces dispositifs et à la sorte de géographie carcérale qu'il dessine en ce début de siècle. Il y a quelques années, l'anthropologue Michel Agier en dénombrait près de 400 au sein de l'Union européenne. C'était avant le grand afflux de 2015. Depuis lors, de nouveaux camps, y compris de triage, ont été créés aussi bien en Europe qu'à sa lisière et sous son instigation dans des pays tiers. En 2011, ces différents lieux de détention pouvaient contenir jusqu'à 32 000 personnes. En 2016, les chiffres s'élevaient à 47 000. Les détenus sont essentiellement des personnes sans visa ni titre de séjour, jugées inéligibles à une protection internationale. Il s'agit donc, pour l'essentiel, de lieux d'internement, d'espaces de relégation, de dispositifs de mise à l'écart de gens considérés comme des intrus, sans titre et par conséquent sans droit, fuyant des mondes et des lieux rendus inhabitables par une double prédation exogène et endogène. Il se passe donc beaucoup de choses qui sont là, devant nous, parfois dans une aveuglante nudité. S'il est vrai que nous ne pouvons pas les voir toutes, il est aussi vrai
qu'il y en a plusieurs que nous ne voulons tout simplement pas voir et dont nous ne voulons pas être au courant. Nous ne voulons pas savoir qu'elles ont atteint ce degré d'intensité-là. Que du point de vue des conséquences, les choses en sont à ce point-là. Nous ne voulons pas savoir comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est effectivement passé? Puis, il y a ces autres choses, et parfois les mêmes. Nous voyons mal ce que nous pouvons y faire. D'autres encore, à propos desquelles nous disons volontiers que nous n'y sommes pour rien. D'autres encore, à propos desquelles nous répondons que quoi qu'il en soit, c'est déjà trop tard. Les choses n'ont pas qu'un seul côté. Il faut aussi voir les avantages de ceci et de cela, ne pas être unilatéral, et ainsi de suite. Nous ne voulons pas voir. Est-ce parce que nous ne voulons pas entendre? Nous ne voulons pas entendre. Est-ce parce que nous ne voulons guère être tenus de répondre? Ce désir de ne pas regarder afin de ne pas être dérangé, ce refus de voir afin de jouir d'une relative tranquillité, peut-être pouvons-nous les rapprocher de l'injonction de ne point raisonner que dénonçait Kant au tout début d'un texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» Je cite Kant, « J'entends, disait-il, de tous côtés cet appel. Ne raisonnez pas. » L'officier dit, « Ne raisonnez pas, mais exécutez. » Le conseiller au département du fisc dit, « Ne raisonnez pas, mais payez. » Le prêtre dit, « Ne raisonnez pas, mais croyez. » Pourquoi tout, ou à peu près tout, aujourd'hui, nous pousse à ne point regarder, à ne point voir, à vouloir suspendre la raison? Serait-ce parce qu'à trop regarder, à trop voir, à trop écouter et à trop entendre, bref, à trop raisonner, nous nous placerons inévitablement dans une position telle qu'il nous soit impossible de contourner la question fatidique, l'inéluctable question de savoir si le projet historique de l'espèce humaine est arrivé à sa fin. En quoi consistait-il ce projet historique? En, je cite, je suis toujours avec Kant, la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle. Par état de tutelle, Kant entendait, je cite une fois de plus, l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. Pour sortir de l'état de tutelle, encore fallait-il savoir ce qui l'engendrait. Il était difficile de sortir de l'état de tutelle si l'on ignorait de quoi il procédait ou ce qui le conditionnait. Le projet historique de l'espèce humaine était d'être libre, de se sentir libre, de se tourner vers la liberté, mais en toute connaissance de ce qui conditionnait ce tournant. Ce mouvement continuel vers la liberté avait un prix. D'après Kant, il exigeait que l'on renonçât à deux vices en particulier, la paresse et la lâcheté, l'autre nom de l'absence de courage. On a beau avoir été affranchi d'une conduite étrangère, disait Kant, beaucoup restent volontiers toute leur vie dans un état de tutelle, en conséquence de quoi il est si facile à d'autres de se poser comme leur tuteur, précisait-il, et d'ajouter, je cite, « Il est si commode d'être sous tutelle. » D'autres assumeront bien à ma place cette fastidieuse besogne qu'est l'aspiration continuelle à penser par soi-même, agir par soi-même, condition essentielle pour s'orienter dans le monde.
Qu'est-ce que c'est que s'orienter, sinon, je cite toujours Kant, à partir d'une région donnée, trouver les autres. C'est-à-dire, non pas demeurer à l'abri, mais s'étendre par-delà ses propres limites. Tout cela suppose que l'on soit capable de jugement, à condition, disait Kant, qu'on ne s'avise pas de juger lorsqu'on n'en sait pas autant que ce qui requiert un jugement déterminant. S'orienter dans la pensée, c'était donc, pour lui, être capable de porter, si nécessaire, un jugement, mais du point de vue de cette ultime pierre de touche qu'est la vérité. Le projet historique de l'espèce humaine s'inscrivait donc dans cet horizon de la vérité, dans la capacité de vérité, au profit d'une humanité se projetant vers le futur, se prolongeant vers le futur, en vue de ce que Kant appelait, et je le cite, le bien du monde. Tout cela, c'était hier, avant l'âge numérique. Qu'en est-il aujourd'hui? Où en sommes-nous? Ma réponse, en pleine escalade. L'escalade est incontestable. 3 exemples suffiront. Il n'existe plus, à l'heure où je parle, de sphère de l'existence contemporaine qui n'ait point fait l'objet d'une pénétration par le capital. Certes, cette pénétration est inégale en bien des régions du monde. Elle est surtout vécue par procuration. Frappée d'indigence et de dénuement, des classes entières de population font en direct l'expérience de la dissociation entre le monde effectivement vécu, celui de la vie corporelle à un point particulier du sol terrestre, et le monde béat et ubiquitaire des écrans, certes à portée des yeux, mais si éloignés de leurs mains, de leurs voix et surtout de leurs avoirs. Qu'il s'agisse des affects, des émotions et des sentiments, des compétences linguistiques, des manifestations du désir ou de la pensée, bref, de la vie tout court, rien, cependant, ne semble désormais échapper à l'emprise du capital. Tout étant capturé par le capital, y compris les bas-fonds du monde, vaste champ de déchets et rongé de plaies, de chancres et de furoncles, et tout étant devenu une source potentielle de capitalisation, le capital s'est fait monde. Il est devenu un fait hallucinatoire de dimension planétaire, producteur sur une échelle élargie de sujets délirants. Le capital s'étant fait cher, tout est devenu une fonction du capital. Les processus qui mènent à cette extension intégrale sont erratiques, mais partout, ils créent de l'aléatoire et de l'incertain. Parfois, ils font l'objet de détournements et de racolages, mais peu importe, le capital est devenu notre infrastructure commune, notre système nerveux, la mâchoire transcendantale qui dessine désormais la carte de notre monde et ses limites psychophysiques et qui, au passage, continue de broyer tant de vies. Cette double dialectique de création et de destruction de monde a lieu à une époque où la mise en ordre des sociétés s'effectue désormais sous un seul et même signe, le computationnel. Par computationnel, il faut entendre 3 choses. Et d'abord, un système technique ou encore un dispositif machinique. Ensuite, une instance de constitution en série de sujets, de phénomènes, mais aussi de conscience, de mémoire, de traces que l'on peut coder, que l'on peut stocker
et qui, de surcroît, sont dotés d'aptitudes circulantes. Enfin, le computationnel est l'institution par le biais duquel se crée et se met en forme un monde désormais commun, un nouveau sens commun, de nouveaux ordonnancements de la réalité, des rêves, de l'imagination et du pouvoir. Ce monde et ce sens commun sont le produit de la fusion de trois types de raisons. La raison économique, la raison neurologique et la raison algorithmique. Mécanismes de computation, modélisation algorithmique, extension du capital vers l'ensemble de la vie ne constituent plus qu'un seul et même procès. Qu'il s'agisse des corps, des nerfs, de la matière, du cerveau ou de l'énergie, le projet reste le même. La conversion de toute substance en quantité, le codage et l'abstraction. Il s'agit de tout détacher de tout substrat, de toute corporéité, de toute matérialité. Il s'agit de tout artificialiser, de tout automatiser et de tout autonomiser. Il s'agit de tout soumettre à des effets de quantification et d'abstraction. La numérisation n'est rien d'autre que cette capture de force, de flux et de potentialité et leur annexion par le langage d'une machine-cerveau transformée en système autonome. Tout aujourd'hui pousse donc vers une unification planétaire. La planète elle-même est de plus en plus conçue et vécue comme un champ universel de médiation. Il ne s'agit plus tant de monde physique que de monde techno-réticulaire, mais à ce monde peuplé d'appareils de connexion et de prothèses de tout genre, monde ubiquitaire et instantané, répond un autre, le vieux monde des corps et des distances, de la matière et des étendues, le monde des frontières et des fractures, celui de la séparation. Voilà la première manifestation de ce que j'ai nommé l'escalade. Il y en a une deuxième manifestation, appelons-la la frontiérisation. Puisque nous sommes en Europe, nous aurions été en Amérique latine ou en Afrique, j'aurais donné des exemples venant d'Afrique, mais nous sommes ici, traitons d'ici. L'Europe a donc décidé de militariser ses frontières et de les étendre au loin. Elle ne s'arrête plus en Méditerranée. Elle se situe à présent le long des routes fuyantes et des parcours sinueux qu'empruntent les candidats à la migration. Si, par exemple, un candidat africain à la migration emprunte le trajet qui va de Yola au Nigeria à Katsina, nous sommes toujours au Nigeria, puis de Katsina au Nigeria à Agadez au Niger, et se dirige vers la Tripolitaine, alors la nouvelle frontière de l'Europe s'étendra jusqu'à Yola et bougera au fur et à mesure des lieux et territoires traversés par le candidat à la migration. En d'autres termes, c'est le corps de l'Africain, de tout Africain pris individuellement, et de tous les Africains en tant qu'unité de population qui constitue désormais la frontière de l'Europe. Je parle là en tant que quelqu'un qui vient de là-bas. Ce nouveau type de corps humain est fort différent du corps esclave de la période de la traite atlantique. Il n'est pas seulement un corps-peau, le corps-peau du racisme épidermal, mais aussi le corps frontière, celui-là qui n'est pas, comme je l'ai signalé tout à l'heure, attendu, auquel on ne fera guère de place, qu'il est interdit de protéger ou de sauver de la noyade en pleine mer. L'Europe a décidé qu'elle n'est pas responsable de la vie des candidats migrants, ni de ces corps souffrants
qu'elle ne cesse par ailleurs de fabriquer au loin. Ayant bravé les obstacles naturels que sont le désert et la mer, ces derniers doivent, pense-t-elle, candidat migrant, assumer le risque de leur propre péril. Mais de grâce, que ce péril advienne au loin, hors de sa vue, dans des pays tiers, dans des tiers-lieux, au-delà de la Méditerranée. La frontière n'est donc plus seulement une ligne de démarcation qui séparerait des entités souveraines distinctes. Elle se voudrait désormais un dispositif ontologique capable de fonctionner lui-même, en lui-même, avec ses lois propres. Elle est de plus en plus le nom propre de la violence organisée qui sous-tend l'ordre de notre monde en général. Tout, en effet, nous ramène à la frontière, ou plutôt à la frontiérisation. Qu'est-ce donc que la frontiérisation? Sinon, le processus par lequel les puissances de ce monde transforment en permanence certains espaces en lieux infranchissables pour certaines classes de population. Qu'est-elle donc, sinon une façon de mener la guerre contre des vies dont on a auparavant détruit les milieux d'existence et les conditions de survie? L'usage de munitions perforantes à l'uranium et d'armes interdites comme le phosphore blanc, le bombardement à haute altitude des infrastructures de base, le cocktail de produits chimiques cancérogènes et radioactifs déposés dans le sol et qui emplissent l'air, la poussière toxique dans les décombres des villes rasées, la pollution due au feu d'hydrocarbures. Et que dire des bombes? Depuis le dernier quart du XXe siècle, à quelle sorte de bombes, populations civiles, habitats et environnement n'auront-elles pas été soumises? Des bombes aveugles, classiques, reconverties grâce à l'installation en queue de systèmes de centrales inertielles, des missiles de croisière dotés de têtes chercheuses à infrarouge, des bombes à micro-ondes destinées à paralyser les centres nerveux électroniques de l'ennemi, des bombes qui explosent dans les villes, émettant au passage des faisceaux d'énergie qui ont l'apparence de la foudre, d'autres bombes à micro-ondes qui ne tuent pas, mais qui brûlent les gens et augmentent la température de la peau, des bombes thermobariques qui déclenchent des murs de feu, absorbent l'oxygène des espaces plus ou moins clos, tuent par ondes de choc et asphyxient à peu près tout ce qui respire, des bombes à fragmentation dont les effets sur les populations civiles sont dévastateurs, qui s'ouvrent au-dessus du sol et dispersent sans précision et sur des secteurs étendus des mini-munitions supposées exploser au contact des cibles, toutes sortes de bombes. Comment, dans ces conditions, s'étonner que ceux et celles qui le peuvent, survivants d'un enfer vivant, prennent la fuite, cherchent partout refuge, dans tous les coins de la terre où leur vie pourrait être épargnée? On pourrait se poser cette sorte de question presque à l'infini. Mais je voudrais maintenant traiter rapidement de la troisième manifestation de ce que j'ai appelé l'escalade technologique. Je crois que l'humanité est en effet sur le point de renaître à une autre nature, au détour d'une transformation intrinsèque de l'horizon du calcul et d'une extension presque indéfinie des logiques de quantification. Aujourd'hui, la technologie apparaît comme le dernier mot de la raison, en même temps que le lieu où celle-ci vient se fracasser, comme si le futur lui-même s'était évanoui dans un écran. Il s'agit pour beaucoup, désormais, de devenir enfin soi-même. Le corps avec un visage
des pieds, des mains que l'on peut toucher et qui peut être touché, est en train d'être remplacé par un corps astral qui est en même temps un corps écran, colore et sonore, qui irradie en continu par canaux satellitaires. Le monde de la conscience est remplacé par celui des apparences et des débris. Quelque chose a déserté le regard au moment où des tentacules de réseaux de connexion enserrent étroitement l'ensemble du globe. Dans une large mesure, la vie contemporaine abonde en possibilités de contact et sources de connaissances au sein d'horizons sans cesse élargis. Nous sommes rentrés dans une sorte de simultanéité planétaire dont il faut dire par ailleurs qu'elle est marquée par ce que d'aucuns ont appelé l'heure digitale, celle de l'instant ponctuel et sans durée, cette sorte d'heure qui ne contient ni d'avant ni d'après. La visiophonie s'est substituée au regard. Prélever des informations utiles à l'effort de connaître, de penser, écran et images animées tiennent désormais lieu de cosmos. Comment penser dans ce contexte les migrants et les réfugiés? Migrants et réfugiés ne sont pas, en tant que tels, l'objet premier du différent. D'ailleurs, ils n'ont ni nom propre, ni visage singulier, ni carte d'identité. Ils ne sont que des cryptes, sortes de caveaux ambulants, à la surface de multiples organes, formes vides mais menaçantes, dans lesquelles nous cherchons à ensevelir les fantasmes d'une époque terrifiée par elle-même et ses propres excès. Le rêve d'une sécurité sans faille, qui exige non seulement surveillance systématique et totale, mais aussi expurgation, est symptomatique des tensions structurelles qui, depuis des décennies, accompagnent notre passage à un nouveau système technique plus automatisé, plus réticulaire et en même temps plus abstrait, fait de multiples écrans digital, algorithmique, lumineux. Le monde a cessé de se manifester à nous dans les termes anciens. C'est à la naissance d'une forme inédite de l'humain et d'autres types de spatialité que nous assistons. L'expérience phénoménologique que nous avions du monde en sort profondément ébranlée. Raison et perception ne coïncident plus, d'où l'affolement. Nous voyons de moins en moins ce qui nous est donné à voir et de plus en plus ce que nous voulons à tout prix voir, même si cela que nous voyons, que nous voulons à tout prix voir, ne correspond à aucune réalité originaire. Peut-être plus qu'auparavant, autrui peut se donner à nous dans une présence physique et tactile concrète, tout en demeurant dans une absence spectrale et un vide tout aussi concret, presque phénoménal. C'est le cas des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile. Ce n'est pas seulement leur mode d'apparition parmi nous qui nous plonge dans une anxiété historique existentielle, c'est aussi la matrice ontophanique dont nous supposons qu'ils ne sont que le masque. Qu'y a-t-il décidément derrière ce qui apparaît? C'est ce qui nous plonge dans un état d'agitation et d'incertitude. Nous évoquions Kant au début de cette intervention. Dans le 3e article définitif en vue de la paix perpétuelle, Kant introduit un concept, celui de l'hospitalité universelle. Il n'est pas question ici de philanthropie, avertit-il d'emblée, mais du droit. Ceci étant, que signifie hospitalité dans le contexte du droit kantien? Une longue citation, je vais partager avec vous in extenso. Hospitalité signifie le droit qu'a un étranger arrivant sur le sol d'un autre de ne pas être traité en ennemi par ce dernier. Celui-ci, ce dernier, peut ne pas le recevoir, si cela peut se faire sans entraîner sa perte.
mais aussi longtemps qu'il reste paisiblement à sa place, il ne doit pas le traiter de façon hostile. Ce n'est pas un droit à l'hospitalité que peut invoquer cet étranger, ce qui exigerait un contrat de bienfaisance faisant de lui, pour un temps, un habitant de la même maison. Donc ce n'est pas un droit à l'hospitalité qu'il peut invoquer, mais un droit de visite. Le droit qui revient à tout être humain de se proposer comme membre d'une société, en vertu du droit à la commune possession de la surface de la terre, laquelle, étant une sphère, ne permet pas aux hommes de se disperser à l'infini, mais les contraint à supporter, malgré tout, leur propre coexistence, personne à l'origine n'ayant plus qu'un autre le droit de se trouver en un endroit quelconque de la terre. Ajoutons-y à cette citation de Kant, ajoutons-y Édouard Glissant. La frontière, dit Glissant, je cite, est cette invitation à goûter les différences. Mais revenons, s'empresse-t-il d'ajouter, à tous ceux qui ne disposent pas d'un tel loisir, les immigrants interdits, et concevons le poids terrible de cet interdit. Franchir la frontière est un privilège dont nul ne devrait être privé, sous quelque raison que ce soit. Il n'y a de frontière que pour cette plénitude, enfin, de l'outrepasser, et à travers elle, de partager à plein souffle les différences. L'obligation d'avoir à forcer quelque frontière que ce pourra être, sous la poussée de la misère, est aussi scandaleuse que les fondements de cette misère. Le XXIe siècle sera-t-il donc celui du triage et de la sélection par le biais des technologies de la sécurité? Des confins du Sahara en passant par la Méditerranée, le camp est-il en passe de redevenir le terminus d'un certain projet européen, d'une certaine idée de l'Europe dans le monde, sa marque funeste, comme Aimé Césaire en nourrissait il n'y a pas longtemps l'intuition? L'une des contradictions majeures de l'ordre libéral a toujours été la tension entre la liberté et la sécurité. Cette question semble avoir été tranchée. La sécurité l'emporte désormais sur la liberté. Une société de sécurité n'est pas nécessairement une société de liberté. Une société de liberté est une société de sécurité, est une société dominée par le besoin irrépressible d'adhésion à un ensemble de certitudes. Elle a peur de la sorte d'interrogation qui ouvre sur l'inconnu et sur le risque qu'il faut, par contre, endiguer. Voilà pourquoi, dans une société de sécurité, la priorité est d'identifier à tout prix ce qui est tapis derrière chaque apparition. Qui est qui vit où, avec qui et depuis quand, qui fait quoi, qui vient d'où, qui va où, quand, par quelle voie, pourquoi, et ainsi de suite. Et davantage encore, qui projette de commettre quels actes, consciemment ou inconsciemment. Le projet de la société de sécurité n'est pas d'affirmer la liberté, mais de contrôler et de gouverner les modes d'apparition. Le mythe contemporain prétend que la technologie constitue le meilleur outil pour gouverner les apparitions. Elle seule permettrait de résoudre ce problème qui serait un problème d'ordre, mais aussi de connaissance, de repère, d'anticipation, de prévision. Il est à craindre que le rêve d'une humanité transparente à elle-même, dépourvue de mystère, ne soit qu'une illusion.
Pour le moment, migrants et réfugiés en paient le prix. Il n'est pas certain qu'à la longue, ils soient les seuls. Comment, dans ces conditions, résister à cette prétention de la part d'une des provinces du monde à un droit universel de prédation, sinon en osant imaginer l'impossible, lequel? L'abolition des frontières, c'est-à-dire la restitution à tous les habitants de la terre, humains et non humains, du droit inaliénable de se déplacer librement sur cette planète. Je vous remercie.